Bien, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la perspicacité et la clairvoyance du peuple français qui refusera un soir de mai de se déposséder de sa souveraineté au profit d'une institution supranationale. Souvenez-vous, c'était il y a 13 ans. Les Français étaient alors appelés à se prononcer par référendum sur le traité établissant une constitution européenne. À cette époque, la droite comme la gauche, mis à part quelques personnalités, militaient pour l'adoption de ce texte, complexe au demeurant, 448 articles, plus de 440 pages d'annexes. Et le 29 mai 2005, au soir, le coup près tombe. Près de 55% des Français refusent ce texte. 3 jours plus tard, les Néerlandais votent comme les Français un non, à près de 62%. Je dis commémorer, car hélas, nous pouvons célébrer cet événement. En effet, à peine élu, Nicolas Sarkozy, par la voie du Congrès, en février 2008, permet la ratification du traité de Lisbonne, copie conforme du traité de constitution européenne. C'était une promesse électorale, dira-t-il. Rappelons que la base électorale de Nicolas Sarkozy au premier tour en 2007 était de 31%, à comparer aux 55%. Preuve, s'il fallait, que nos institutions sont défaillantes. Les élus ont corrigé l'affront des citoyens qui ont eu l'audace de les contredire. Ils auraient dû aller, à mon sens, jusqu'au bout de leur obstination et de suivre l'injonction du dramaturge Bertolt Brecht, puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Le traité de Lisbonne, censé accroître l'efficacité des institutions de l'Union européenne tout en approfondissant le fonctionnement démocratique, c'est pas moi qui le dis, c'est le préambule de ce traité. 13 ans après, où nous a-t-il conduit? À plus de solidarité entre les pays membres afin d'éviter le dumping social organisé par les grandes entreprises? À plus de solidarité économique entre les pays membres afin de faire front commun face à la pression des grandes banques privées toujours enclines à une politique de plus grande austérité? À plus de solidarité fiscale entre les pays membres afin d'éviter les opportunités d'évasion et d'optimisation fiscale? À plus de solidarité diplomatique entre les pays membres afin de sortir l'Union européenne de l'état de dépendance envers les États-Unis? Depuis 13 ans, nous assistons à une négation de l'idée que les citoyens européens se faisaient de l'Europe. Paix, solidarité, justice sociale, progrès économique. Cette Europe, telle que les différents traités l'ont construite, n'a pas répondu aux attentes, bien au contraire. Elle a conduit à un appauvrissement considérable de certains pays membres et à l'exode de leur jeunesse, je pense notamment à la Grèce et à l'Espagne, au Brexit, à l'installation de la crise européenne et plus largement à l'installation d'une zone conflictuelle à l'est de l'Union européenne, au renforcement des partis d'extrême droite dans nombre de pays membres, tels que la Pologne, l'Hongrie, les Pays-Bas et l'Autriche, à la crise catalane et à la crise italienne avec un potentiel italexite, à l'incapacité de l'Union européenne à gérer de manière solidaire la crise migratoire. L'Europe vit une crise profonde et ce, sans que le triangle décisionnel, c'est-à-dire la Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement, ne s'en émeuvent réellement ou pour le moins cherchent à modifier fondamentalement ces politiques qui nous ont menés à ce désastre. Afin de préparer les élections européennes de 2019, l'Union européenne a lancé un projet consultation citoyenne dont l'objet est de permettre aux citoyens européens de participer à la refondation de l'Europe, mot pris par Juncker. Plus modestement, l'objectif affiché est de recueillir les attentes des citoyens sur un certain nombre de thèmes tels que prospérité, emploi en Europe, développement durable, etc. etc. Je ne vais pas tous les citer, ces différents thèmes. Cette sollicitation par le biais du débat et de consultation en ligne débute en avril 2018 et prendra fin en octobre 2018. Les contributions seront présentées courant décembre au Conseil européen. On peut toutefois s'interroger non sur le sérieux de la démarche, mais sur la bonne foi de la gouvernance européenne quant à la prise en compte de ces considérations dans le projet politique futur de l'Union européenne. En effet, le premier trimestre 2017, la Commission européenne a publié un livre blanc sur l'Europe à l'horizon 2015. Ce livre blanc, censé, là encore, je reprends les mots du président de la Commission européenne, censé constituer un nouveau certificat de naissance de l'Union européenne, propose 5 scénarios possibles. Le premier, c'est le statu quo, on ne change rien, on continue comme par le passé et on règle les problèmes quand ils apparaissent et on espère que les structures mises en place et les politiques menées porteront un jour leurs fruits. Deuxième scénario, c'est le retour au passé, c'est-à-dire qu'on se recentre sur le plus petit dénominateur commun, à savoir le marché unique et on délaisse
déleste l'Europe de ses autres prérogatives en favorisant ainsi le retour aux frontières. Politique de la loi des plus forts, c'est-à-dire qu'on laisse de côté les pays incapables de suivre le rythme des réformes et on continue comme le passé, mais entre soi, c'est-à-dire qu'avec 2 ou 3 pays, voire 3 ou 4 pays clés de l'Union européenne. Ou une politique de recentrage en se concentrant sur des dossiers clés, à savoir la sécurité, la migration, le contrôle des frontières, et en laissant aux politiques régionales de santé, les politiques régionales de santé et les politiques sociales au pays, le soin de gérer ainsi leurs propres carences. Mais le mieux, c'est la politique du toujours plus et mieux. On renforce les pouvoirs de l'Union européenne dans tous les domaines et on continue toujours plus haut, plus loin et plus vite. L'idée est claire, si les politiques n'ont pas porté leurs fruits aujourd'hui, c'est que l'Union européenne n'est pas allée jusqu'au bout de sa doctrine. Vous remarquerez la grossièreté de la main-d'œuvre, présenter des scénarios improbables pour orienter le choix vers le scénario par avance choisi, à savoir renforcer le pouvoir de l'Union européenne dans tous les domaines. Toute cette apparence de démarche participative n'a en fait pour objet que d'endormir les consciences citoyennes. Demain, c'est-à-dire en 2019, les élections européennes auront lieu. Nous pouvons à juste titre nous interroger sur la capacité des futurs députés fraîchement élus, de quelque bord qu'ils soient, à faire entendre la voix des Français. Les orientations du triangle décisionnel européen auront déjà été arrêtées et les axes de travail fixés. Concernant les élections européennes, chacun d'entre nous agira selon ses propres convictions. Allez ou non voter. Votez pour l'une des couleurs de l'arc-en-ciel politique. Votez blanc ou nul. Quelle que soit votre décision, elle n'aura aucune importance. Le choix, la voix du citoyen va continuer à être confisquée, car une autre réforme s'annonce en 2008, celle de la réforme des institutions voulue par Emmanuel Macron, dont le fil conducteur est de renforcer le pouvoir exécutif et plus particulièrement celui du président au détriment du pouvoir parlementaire. Renforcer le pouvoir présidentiel revient aujourd'hui, compte tenu de la vision d'Emmanuel Macron à propos de l'Europe, à s'engager inexorablement vers une politique européenne visant à passer progressivement d'une souveraineté nationale à une souveraineté européenne. Exactement ce que les Français ont refusé par voie de référendum en 2005. C'est une promesse de campagne, nous dira-t-il vraisemblablement. Et la boucle est bouclée, avoir des peuples énucléés de leur souveraineté, le rêve des eurocrates. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la seule alternative que nous ayons aujourd'hui est de revoir de fond en comble nos institutions et de militer ardemment pour une assemblée constituante. Je vous remercie de votre attention. Bravo.